Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Sur 28 millions d'appareils qui tombent en panne chaque année, seuls 44% d'entre eux sont réparés selon l'ADEME. 2,1 tonnes de matière sont mobilisées pour la fabrication d'un lave-linge neuf. Voici quelques chiffres vertigineux sur l'électroménager. Un impact et des ordres de grandeur dont on ne saisit pas bien la portée à travers notre utilisation quotidienne de ces engins qui nous rendent la vie plus facile. Depuis 2018, la mission de Murphy, c'est de casser cette spirale et d'aider les Français à réparer plutôt qu'à jeter. Transparence sur les prix, forfait de réparation, pédagogie et sensibilisation sur l'autodiagnostic et l'entretien des machines, mais aussi grosse levée de fonds et objectifs ambitieux, Murphy s'est fait une place de choix sur son segment. Je m'appelle Flavie Després et je suis heureuse de vous accueillir pour cette 6e saison de Changer la norme, un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans Changer la norme, on se parle sans langue de bois d'économie sociale et solidaire, d'impact et de changer le monde. Parce que pour changer la norme, il faut se parler normalement. Je reçois aujourd'hui Guy Pézacu, l'un des cofondateurs de Murphy, qui contribuerait à sauver 3500 tonnes de déchets par an. Des tutos réparation dans une cave à une entreprise en pleine croissance, la belle aventure anti-gaspi de Murphy a commencé il y a 3 ans et compte toucher 75% des foyers français à terme et développe parallèlement son école et sa plateforme d'appareils reconditionnés. Bonjour Guy. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Bien. Écoute, voilà, c'est parti pour la saison 6 de Changer la norme. Et on va parler aujourd'hui de Murphy et de réparer de l'électroménager et d'insertion. Alors, insertion, j'avais déjà fait, mais alors l'électroménager, pas du tout. Est-ce que tu peux te présenter pour que les gens sachent qui tu es, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Guy, je suis l'un des fondateurs et CEO de Murphy. J'ai grandi dans le sud de la France, où j'ai fait une prépa maths-sup-maths-p, une école d'ingé. J'ai travaillé 2 ans et demi à la SNCF, où j'étais en charge de comprendre comment les nouveaux outils informatiques pouvaient transformer leur opération et la gestion des trains en temps réel. Donc j'aime bien les gros systèmes opérationnels avec plein de gens, où il faut gérer, faire en sorte que tout le monde ait la bonne information au bon moment pour bien exécuter le service. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au sujet de la réparation d'électroménager. Donc j'en suis venu à me dire que si aujourd'hui on pense que c'est plus intéressant d'acheter des produits qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde plutôt que de faire appel à un réparateur qui habite à 10 minutes de chez nous, c'est sans doute parce que la qualité de nos opérations et la manière dont on gère les gens sur le terrain, ça fonctionne pas hyper bien. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la réparation d'électroménager. D'accord. Alors on va un tout petit peu rétro-pédaler. Donc tu es ingénieur, tu travailles à la SNCF. Ouais. Pour monter une boîte, donc qui a l'idée, mais tu as des associés. Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Est-ce que c'est une idée que vous avez eue en commun ? Alors, on est 5 fondateurs à avoir créé Murphy. On se connaissait tous d'avant, soit de prépa, d'école ou de stage de fin d'études. Et on a travaillé pendant 2-3 ans dans diverses grosses boîtes. Et nous, ce qu'on avait envie, c'était de créer une entreprise avec nos valeurs sociales et environnementales. On avait vraiment envie d'essayer de créer plus d'emplois locaux que de la consommation à l'autre bout du monde. Et donc, on s'est intéressé aux déchets, et en particulier les déchets ménagers les plus polluants, qui sont les déchets électroménagers. Et c'est comme ça qu'on a commencé à essayer de résoudre ce problème-là. D'abord, en fait, on faisait du logiciel. On pensait qu'en vendant un logiciel de gestion du SAV à des fabricants ou à des distributeurs, ils allaient, eux, améliorer leur SAV. Attends, pour qu'on comprenne bien, la première, tu parles à des novices, Ouais. Enfin, du moins à moi. Donc, je sais pas que j'estime que tout le monde a mon niveau en sciences, mais donc vous dites, on va faire un logiciel pour les industriels, Ouais. pour améliorer la réparation de ce qu'ils produisent. Exactement, parce qu'il y a plein de problèmes dans le service après-vente sur la prise en charge des clients, la gestion des réparateurs, le fait d'organiser les tournées, de gérer les pièces détachées. En fait, c'est un travail qui est hyper administratif, où il y a besoin de logiciels pour optimiser tout ça. Et donc, on a commencé par développer un logiciel qu'on essayait de vendre à d'autres acteurs du marché.
D'accord, donc plutôt dans l'organisation et dans améliorer l'existant. Et après, vous avez transformé Murphy pour en faire finalement une entreprise où vous réparez vous-même, vous employez des gens qui réparent. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement investir dans la tech et du logiciel, mais aussi dans de l'humain, parce que la réparation, finalement, c'est aussi des compétences techniques qu'ont les techniciens. Et finalement, si ça fait 30 ans qu'on explique à nos jeunes que le progrès, c'est de pouvoir se racheter un produit neuf quand il tombe en panne, du coup, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus personne qui se forme au métier de la réparation d'électroménager. Finalement, on s'est rendu compte assez vite que si on ne créait pas une entreprise de réparation d'électroménager qui allait travailler vraiment sur les compétences, la formation des techniciens, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est là où on s'est dit, OK, il faut qu'on élargisse un peu notre périmètre d'action, de ne pas faire juste un éditeur logiciel, d'exploiter notre propre logiciel et d'aller vers d'autres types de métiers comme la formation, ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien. Et comment ça s'est passé ? Toi, tu aimes bien organiser. Moi, j'aime bien comprendre comment les choses se sont passées. Donc, vous avez décidé de travailler tous les 5 sur ce sujet. Est-ce que vous avez commencé par former des gens ? Comment est-ce que vous avez trouvé les fonds ? Comment vous êtes répartis un peu les tâches ? Donc, à partir du moment où on s'est dit, OK, on va faire une boîte de réparation d'électroménager, le premier truc, on se disait, il faut qu'on trouve des clients et des réparateurs. Les réparateurs, on ne sait pas trop comment on va faire, mais on va y arriver. On est plutôt des ingénieurs de formation. Du coup, c'est vraiment côté client que ça va être difficile. Donc, on n'a qu'à faire les réparateurs pour commencer. Et puis, on va trouver des clients, quoi. Donc, on s'est formé à la réparation d'électroménager sur YouTube. C'est comme ça qu'on a construit. Il y a des petits tutos sur Internet. C'est vrai ou c'est un mythe comme les entrepreneurs qui commencent dans leur garage ? Non, c'est vrai. On a commencé à construire des tutos de réparation d'électroménager dans ma cave, pas dans le garage. Et sur les 6 premiers mois de l'histoire de Murphy, on faisait les réparations nous-mêmes. Donc, on avait une espèce de double vie où à 7h du mat', on allait réparer chez les gens jusqu'à 17h. Et puis, à 17h, on rentrait au bureau pour essayer de développer... le bureau qui était mon salon. Ta cave, oui. Et on rentrait pour essayer de développer l'activité. Et ensuite, donc vous avez trouvé les premiers clients. On a trouvé les premiers clients. Au bout de 2-3 mois, on s'est dit, ça serait bien de recruter un réparateur parce que globalement, on faisait plein de conneries, donc on avait besoin de quelqu'un pour nous baquer. Donc, on a recruté notre premier technicien. Et ensuite, après, au bout de 6 mois, on a compris qu'en fait, côté client, ça posait pas vraiment de problème parce que finalement, les gens, ils ont changé leur mode de consommation hyper vite ces dernières années, beaucoup plus vite que ce qu'on a formé des réparateurs ces 10 dernières années. Et du coup, c'est plutôt du côté des techniciens que ça a été hyper difficile pour construire les formations, etc. Donc, à partir du 7e mois, on s'est vraiment concentré là-dessus, sur comment on recrute des réparateurs, on les onboard, on leur met à disposition des outils informatiques qui leur permettent d'être très efficaces. Finalement, on s'est pas mal financé par du non-dilutif. Donc, c'est 30 000 euros de bourse French Tech, c'est 120 000 euros de prêt d'amorçage Wilco. Donc, c'est un accélérateur en Ile-de-France qui prête de l'argent aux entrepreneurs. Donc, on s'est endetté, nous, sur notre personne. C'est des prêts qui sont garantis par la BPI. On a ensuite mis en compte courant dans la société. Et la philosophie de BPI, c'est de dire si un entrepreneur met 1 dans la boîte, nous, on prête 1. Donc, BPI a rajouté 100 000. Donc, on s'est retrouvé comme ça avec quasiment 250 000 euros pour développer l'activité la première année. Et c'est ce qui nous a permis de patauger un petit peu, faire des interventions, comprendre nos clients, comprendre nos réparateurs. Puis au bout d'1 an, on a fini par faire une première levée de fonds d'à peu près 2 millions d'euros au total. Ce qui n'est pas une petite levée de fonds. Ce qui n'est pas une petite levée de fonds. Et vous l'avez faite auprès de fonds impact ou de particuliers ? À peu près la moitié du tour, c'est un ensemble de business angels, une quinzaine de BA. Et l'autre moitié, c'est un fonds d'impact qui s'appelle Investir et Plus, qui est aussi un fonds d'entrepreneurs. Du coup, on a eu la chance d'être accompagnés au début par des gens qui sont très opérationnels et qui nous ont bien aidés. Qui savaient. Qui savaient, ouais. Ça change tout. Donc, vous levez des fonds, ça a grandi. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 220 dans l'entreprise, en comptant... Oui, donc ça a grandi très vite quand même. Ça a grandi très vite parce que, la première levée, c'était il y a 2 ans, ouais. Donc là, il y a de la réparation, il y a aussi un site d'appareils. C'est quoi vos ambitions et votre vision, vos quelques piliers ? Alors nous, notre offre, on a une offre en 3 temps. La première, on met à disposition des tutos gratuits, donc qu'on a fait dans notre cave il y a 3 ans. T'as pas investi depuis dans un studio, sinon j'en connais un bien. Non, on est en train.
Ensuite, on a un forfait d'intervention. Donc, tous nos réparateurs, ce sont des salariés en CDI. On a un forfait d'intervention qui coûte 85 €, qui comprend tous les déplacements et la main-d'œuvre. Ça veut dire que si le technicien il vient 3 fois, c'est 85 €. Le seul truc qui n'est pas compris, c'est les pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. Donc là, on va faire un devis que le client peut accepter ou refuser. Et s'il refuse le devis, on lui rembourse les 85 € en bon d'achat pour qu'il puisse acheter un produit reconditionné sur notre site e-commerce. Donc on en arrive à notre troisième offre. D'accord. Et en fait, notre modèle, c'est qu'on a des ateliers de reconditionnement dans toutes les villes où on est présent, dans lesquels on forme nos réparateurs, qui sont les mêmes qui font de la réparation à domicile et de la route, ce qui nous permet de dormir tranquille parce qu'on sait que demain, tous les techniciens sont occupés parce qu'il y a des machines en atelier à réparer dans le pire des cas, quoi. Et donc, on arrive à être assez optimisé et du coup, avoir une offre compétitive pour les clients. Et tu parlais de valeur, donc le volet environnemental, il est assez clair. Plus tard, on parlera de comment ça se passe avec les gens qui font de l'électroménager et toutes les questions d'obsolescence programmée, etc. Mais sur les valeurs sociales, parce que c'est pas votre métier à la base, la formation et l'insertion et de créer de l'emploi, comment ça se passe? Alors, on fait pas de l'insertion, on fait de la reconversion professionnelle. D'accord. Donc, c'est des profils qui sont un peu moins éloignés de l'emploi, même si quand même, la condition, c'est quand même qu'ils soient inscrits à Pôle emploi. Et non, la formation, en fait, quand on s'est rendu compte que on n'arrivait pas à recruter des techniciens et qu'il fallait former des gens, donc on a essayé de se rapprocher un peu des acteurs existants. Donc on a commencé à travailler avec eux. Très vite, on s'est rendu compte que les acteurs existants, ils avaient besoin aussi d'un peu d'aide parce qu'ils n'avaient pas la capacité de formation pour suivre notre croissance. Et donc du coup, aujourd'hui, on a ouvert une filiale qui est organisme de formation cofinancée par Pôle emploi, et avec laquelle on va former là sur les 12 prochains mois 120 personnes. Qui ensuite viendront travailler chez Murphy ou qui vont aller travailler dans le secteur de l'électroménager, mais ailleurs? Alors, ils n'ont aucune obligation de travailler chez nous. Globalement, obliger les gens à travailler dans sa boîte, c'est pas bien, quoi. Non, c'est rare, quoi. Dans les faits, la plupart restent chez nous parce que globalement, on les a aussi sélectionnés parce qu'ils partagent nos valeurs et notre vision du monde de demain. Et donc, du coup, si on arrive à les former, normalement, il y a un match déjà. Mais après, ils peuvent aussi aller ailleurs s'ils veulent. Ouais. Très bien. Je veux bien qu'on parle un peu du volet environnemental, parce que tu as un service donc de réparation, mais qui est lié aussi au fait que les machines soient pas entretenues, que on parle beaucoup d'obsolescence programmée, d'obligation, de réparabilité, disponibilité des pièces détachées. C'est quoi ton regard sur ces questions-là? Et effectivement, il y a eu la loi économie circulaire qui est passée l'année dernière, qui a mis en place des premiers éléments comme indiquer la disponibilité des pièces détachées, mettre en place un indice de réparabilité ou des choses comme ça. Ça précède un petit peu le marché puisque, en fait, aujourd'hui, nous, sur nos 60 000 réparations, on n'a que 3% de nos interventions sur lesquelles les pièces détachées n'étaient pas disponibles. Et en fait, il y a un marché de la pièce détachée. Donc, finalement, indiquer la disponibilité, c'est bien parce que ça fait prendre conscience aux consommateurs que c'est possible, mais ça existait déjà avant. Ce qui va vraiment changer, c'est qu'à partir de 2022, il va y avoir un fonds réparation qui va être mis en place, donc qui sera financé par l'éco-participation. C'est les gens ils appellent ça l'éco-taxe là. Oui, les 1 € et quelques que tu payes en plus quand tu achètes. Ça dépend des types de produits, ouais, mais ça peut. Oui, mais c'est une petite somme. C'est une petite somme, mais en fait c'est un peu bizarre parce que c'est une somme qui est calculée en fonction du poids de l'appareil. Donc sur un lave-linge c'est élevé, alors que sur un smartphone pas trop, sachant qu'en termes d'impact. D'accord. En termes d'impact, ça n'a pas trop de sens parce qu'un smartphone, en fait, c'est hyper polluant. En fait, ça va être financé par ça et ça va venir subventionner un peu comme le coup de pouce vélo, les réparations d'électroménager. Et ça va être quand même assez massif, je pense, sur le marché de l'électroménager. En termes de concurrence ou de comment vous vous positionnez, est-ce que tu sens qu'il y a une profondeur de marché telle que tu vas pouvoir... là, vous êtes déjà nationaux, mais t'internationaliser, c'est quoi les ambitions en termes de business et de développement? En fait, quand on a regardé un petit peu à l'échelle européenne, ce qu'on entend en France, c'est-à-dire, de toute façon, la réparation, ça coûte toujours plus cher qu'un produit neuf, les réparateurs, c'est tous des arnaqueurs, etc. Ça, on l'a vu partout en Europe. Donc, on s'est dit, OK, très bien, ça c'est Ta réputation est faite dans toute l'Union européenne, c'est bon. Non, mais ça veut dire qu'il y a la même philosophie et la même manière de consommer dans l'Union européenne. Et ensuite, notre vraie concurrence, c'est vraiment l'industrie du neuf, quoi. C'est finalement, quand j'ai une panne de lave-linge, j'ai le choix entre racheter un produit ou le faire réparer. Dans l'écrasante majorité des cas, les gens choisissent de le remplacer parce que
c'est plus facile, ça va plus vite, j'achète sur Internet, je suis livré le lendemain. On nous enlève l'ancien. On nous enlève l'ancien, j'ai pas de problème. Et donc, tout notre enjeu, c'est d'avoir une expérience de réparation qui soit au moins aussi simple, agréable et fluide que celle d'un achat de produit neuf. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et aussi, j'ai lu en me renseignant sur Murphy qu'il y avait beaucoup d'éducation à faire autour de l'entretien. En fait, les pannes sont liées au fait, je suis la première concernée, que en fait, on n'entretient pas bien et on nous dit pas non plus qu'il faut entretenir. Après, forcément, si on n'entretient pas, on rachète. Donc, ouais, c'est vrai. Plus de 60% des pannes sur lesquelles on intervient sont liées à un problème d'entretien. Donc, ça va être soit tous les appareils lave-linge et lave-vaisselle sur lesquels on n'a pas fait de détartrage. C'est très facile à faire au vinaigre blanc. Il y a plein de tutos sur notre site si les auditeurs ils veulent regarder. Mais ça, c'est un petit geste du quotidien qui rallonge significativement la vie des produits. On va passer à la troisième partie de ce podcast où on va parler d'entrepreneuriat à impact de manière globale. Donc toi, tu viens plutôt tu viens carrément du côté technique de la chose. Et vous aviez tous les 5 la vocation de faire quelque chose qui avait une utilité environnementale et avec conséquences indirectes sociales. Ouais, je pense que c'était vraiment dans notre ADN. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis un objectif environnemental avec une conséquence sociale. Je pense qu'on avait un objectif social avec une conséquence environnementale finalement. Parce que c'était plutôt dans notre ADN avec des gens qui sont très humains, avec des valeurs humaines très très fortes et c'est ce qui nous lie beaucoup. Ouais. C'est quoi ton regard sur... Tu vois, l'impact monte beaucoup. On parle toujours d'économie sociale et solidaire, mais un peu moins. Et comment tu vois le secteur évoluer depuis... Bon, tu as une jeune entreprise et toi-même, tu es jeune, mais est-ce que ces dernières années, tu as vu des choses bouger ? On voit effectivement déjà sur le marché du travail, parce que les entreprises, c'est quand même des gens qui la composent, et donc du coup, il faut quand même recruter pour pouvoir développer la boîte. Et on voit sur le marché du travail que le fait d'avoir une entreprise à impact, c'est quand même beaucoup plus attirant pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs aussi. Donc ça, c'est quand même important parce que ça nous permet de recruter des talents qui vont s'engager énormément dans leur entreprise. Donc ça, c'est assez crucial. Après, c'est vrai que l'impact, depuis assez longtemps, c'est quelque chose qui était surtout sur la partie sociale, très orienté économie sociale et solidaire, avec des circuits de financement via l'ADEME, via d'autres organismes comme ça. Finalement, on est assez éloigné, on n'est pas trop dans ces circuits-là, on pourrait, mais on n'y est pas trop. Et on a plutôt préféré construire Murphy en se disant, c'est comme une méga boîte, quoi, plutôt que d'aller chercher un prêt à 200 000 € dédié à des boîtes ESS à taux zéro, etc. Ok, on va faire une levée de fonds de 10 millions d'euros et on va promettre à nos investisseurs un TRI de 30% par an. Et en fait, c'est comme ça qu'on va avoir beaucoup plus de moyens pour vraiment transformer le marché et dépasser un peu le petit projet de quartier pour en faire une vraie norme. Voilà. Tu parles de valeurs, etc. Donc, dans l'ESS, généralement, tu peux te labelliser, tu peux te certifier, tu peux être ESUS. Enfin, voilà, tu peux choisir plein de choses. Vous, c'est pas la direction, j'ai l'impression que vous avez choisi de prendre. Mais comment tu fais pour garantir quand tu grandis autant et quand tu as des enjeux financiers? Enfin, 10 millions, tu vois, on est plus sur, effectivement, 200 000 €, même si c'est déjà beaucoup d'argent. Comment tu vas faire pour... comment vous en parlez? Ou est-ce que vous êtes mis une gouvernance spécifique pour garder justement ces valeurs et cet esprit-là? Ces valeurs, elles sont omniprésentes chez nous et chez nos investisseurs. Enfin, on les a choisies aussi parce qu'ils les partagent. Aujourd'hui, le marché, en tout cas le marché financier, vraiment, il va aussi vers plus d'impact. Donc, on peut trouver des investisseurs qui partagent ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'ils vont préférer prendre des décisions qui parfois peuvent être moins intéressantes financièrement juste parce qu'elles sont plus dans les valeurs de l'entreprise. Et c'est aussi ce qui permet de construire des boîtes à très long terme. Enfin, ça veut dire que, en gros, si tu dis, OK, là, je prends une décision court terme qui n'est pas tout à fait dans mes valeurs. En fait, tu t'écartes du chemin et à partir du moment où tu es un petit peu écarté, les gens ils perdent la confiance, ils ne croient plus dans ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est hyper important que ce que je vous dis là, à ce micro, c'est exactement ce que je raconte en interne, c'est exactement ce que je raconte à mes potes. Enfin, il y a toujours une forme de... Ouais, on est hyper alignés et zéro écart avec ça, quoi. Très bien. Bon, bon alignement. Alors, on va passer, si tu le veux bien, aux questions finales. La règle du jeu, depuis 5 saisons, c'est de répondre en une phrase et un peu du tac au tac. Quelle est la raison d'être de Murphy? C'est réduire l'impact des déchets électroménagers en créant de l'emploi local, qualifié et non délocalisable. Et notre ambition, c'est de le faire à grande échelle.
La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Alors, le président ou la présidente de la République, quel qu'il soit, sur les prochaines années. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? J'en ai aucune. J'avoue, je me préoccupe pas trop des taxes. J'essaie de plutôt développer le service. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? Alors, c'est de toujours faire une boîte en se disant qu'il faut qu'elle marche et de pas essayer de faire en sorte qu'elle ressemble à d'autres pour plaire à des investisseurs ou à la presse. Mais le but, c'est que ça marche. Et selon toi, la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Il faut être capable d'accompagner la transformation des modes de consommation que les gens veulent aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire les gens, ils ont conscience qu'il faut qu'on change et ce dont ils ont besoin, c'est de services et de produits qui répondent à ces changements. Et donc, du coup, il faut investir du jus de cerveau, de l'argent dans cette transformation-là. Merci Guy. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.